Amis culturels, bonjour et merci de votre fidélité à Télé Congo, merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Nous voici ici en plein Paris, dans l'un des quartiers les plus intellectuels, nous sommes dans le quartier latin, Paris Saint-Germain-des-Prés. Et devant là, nous avons une ancienne abbaye, bénédictine, et qui également là, très intellectuelle, parce que elle va rentrer dans un cadre géographique que nous présente notre invité de ce jour, Milly Théodora, qui nous arrive avec un ouvrage, Intériorité, moments suspendus et enracinement. Et pour dire un mot, Milly Théodora Miret est docteur en sciences de l'information et de la communication, maître de conférence hors classe HDR. Allô Milly. Merci, ça va? Oui, ça va. Voilà, nous sommes là devant une abbaye que bénédictine, abbaye bénédictine. Et pour partager ensemble, n'est-ce pas, sur intériorité, moments suspendus et enracinement, un ouvrage que vous venez de publier aux éditions Edilivre et qui vient renforcer, là, il faut dire, finalement, votre bibliographie, pour ne pas dire votre bibliographie, je dirais, parce que vous êtes déjà auteur de plusieurs ouvrages et ceci, ça ne fait qu'augmenter, n'est-ce pas? Il faut dire finalement cette bibliographie. Alors, avec vous, nous allons parler de intériorité, moments suspendus, enracinement, un ouvrage très inspirant, il faut dire, qui nous présente beaucoup de moments, des moments d'amour, mais un amour qui est déjà hypothéqué, et qui va nous conduire dans ce que nous appellerons une vraie intériorité, parce que ce seraient des grands moments d'introspection pour l'un et pour l'autre. Ils ont observé le break, et qui dit break, c'est prendre du recul sur soi, c'est s'interroger, n'est-ce pas, sur les acquis et certainement aussi les faiblesses de cet amour. Mais également, nous rentrons dans l'enracinement et des moments de recueillement dans des monastères et tout, et donc il y a une forte spiritualité, des moments de forte spiritualité, il faut le dire, et ça, il faut dire chapeau, parce que vous partagez là une grande expérience, qui ne touche pas, il faut dire au quotidien, parce que là, vous nous emmenez très loin, non seulement dans les monastères asiatiques, donc en Chine, mais également ici, en France, et voilà, c'est des moments que vous allez nous partager, Milly Théodora. Une fois de plus, merci donc de répondre à cette invitation de Cultura. Voilà, quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, et ce sont des paratextes que vous avez choisis. Il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde, rendre aux hommes une signification spirituelle, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Et c'est Saint-Exupéry. Et bien sûr également dans le livre, vous nous parlez de l'expérience de votre mère avec les chants grégoriens. Alors qu'est-ce que ça vous dit, Milly Théodora, de nous partager intériorité, moments suspendus et enracinement? J'ai eu envie de partager une expérience spirituelle et au-delà, en fait, le parcours d'un couple qui se sépare, qui n'arrive pas à s'entendre et à vivre ensemble. Donc il y a la femme qui part en Chine dans le cadre d'un séjour scientifique et le monsieur qui reste en France, donc du coup il va séjourner dans 2 monastères, donc au Bec-et-Loing en Normandie et à Kergonan en Bretagne. Donc l'idée en fait c'était de se dire, de voir cet homme-là qui se retrouve seul et qui va du coup séjourner avec des moines, donc qui est en rupture amoureuse, et quand ses amis lui conseillent, parce que ce sont ses amis, lui conseillent d'aller séjourner dans un monastère alors que sa femme l'a quitté, là il pousse un coup de gueule, il dit comment on vient de me quitter, je suis seule, mais je ne veux pas rentrer dans les ordres, qu'est-ce que je vais faire avec des moines contemplatifs célibataires, donc qu'est-ce que je vais faire avec eux? Donc l'histoire part de là et continue vers la découverte du chant grégorien, la découverte d'une forme de spiritualité et d'ouverture à l'autre. Donc je pense qu'on va... Voilà. Et dès le début, vous nous présentez une retraite spirituelle. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés dans son resto préféré. Elle aimait bien la cuisine indienne. Elle avait son resto. Les gens la reconnaissent. Lorsque nous sommes entrés, elle a dit bonjour. Nous avons passé la commande. Ensuite,
nous nous sommes mis à discuter. Chris, je pars. Moi, où? Chris, j'ai accepté une mission en Chine. Moi, pourquoi et pour combien de temps? Chris, pour 1 année, j'ai besoin de récupérer après le décès de ma maman. Moi, je comprends. Nous avons le temps. Je crois que c'est la phrase qu'il ne fallait pas prononcer. Chris était furieuse et se lança dans une longue tirade pour vider son sac. C'est l'incipit de votre roman. Et là déjà, ça nous présente un couple qui est en situation. Oui. Et un couple finalement qui va observer un break. Oui. Et de ce break, nous rentrons dans ce que nous allons appeler, puisque vous l'appelez même retraite spirituelle. Oui. Et c'est toute une spiritualité que vous allez nous décrire dans des moments de monastère, dans des moments de recueillement, dans des moments... cette vie finalement, puisque vous le dites, si bien, Milly Théodora, vous dites... On va dans un monastère et on se dit, mais comment ces gens qui sont totalement retirés de la vie active, de la vie amoureuse, peuvent apporter des conseils à des couples? Oui, ben justement, c'est le cheminement que va vivre notre cher Raphaël, parce que c'est le monsieur qui va au monastère et qui finalement va découvrir une structure, des communautés, va découvrir des êtres humains qui ont fait ce choix-là d'être moine. Mais l'idée en fait c'est de montrer que dans la vie monastique, parce qu'il va séjourner, il va vivre une partie de la vie monastique, il va partager des repas avec des individus et surtout dans sa forte douleur. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que dans sa forte douleur, il est accueilli. Donc déjà quand il réserve chez les moines, le moine lui dit « Vous allez arriver à quelle heure ?» pour pouvoir vous proposer le repas. Et donc là, je pense que dans une société où on a parfois du mal à être bien accueilli, dans une société où on a énormément de divisions, où tout ce qui touche à la chaleur humaine manque, ben cet individu-là qui est mal dans sa peau, ben il est accueilli par un autre qui lui dit vous arriverez à quelle heure et pour pouvoir manger. Donc je pense que en tant qu'être humain, vous serez d'accord avec moi, vous allez quelque part et on vous dit vous arriverez à quelle heure pour qu'on puisse vous apprêter quelque chose à manger. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et là, en fait, déjà, pour quelqu'un qui est déprimé, mais ça fait baisser déjà le niveau de dépression parce qu'il est accueilli, il est attendu. En fait, c'est une personne qui est à la quête d'une écoute, oui, d'une sensibilité, n'est-ce pas? Elle est en manque d'une réelle écoute. Et parce qu'on sait que dans son couple, dans le couple de Raphaël et Chris, il y a ces moments, n'est-ce pas, qui manquent. Il y a Chris, qui a Raphaël, qui est totalement en plein dans son travail, qui est en plein dans son boulot et qui ignore totalement Chris, qui est sa partenaire. Et Chris, à ce moment-là, vit ces moments de crise, il faut dire très profondes, quand même où il y a l'absence de l'autre. Il y a une présence absente en réalité. Oui, parce que, en fait, souvent, je pense que ça arrive à beaucoup d'êtres humains. Oui. Quand quelque chose nous arrive, on se pose en victime. Donc Raphaël, il se pose en victime parce que Chris s'en va, il le laisse tout seul, il est déprimé et au départ il ne se rend pas compte. Et c'est quand finalement il arrive au monastère et là il est impressionné par la qualité de l'accueil. C'est un accueil chaleureux d'individus qui l'accueillent, qui sont à sa disposition et qui mettent ce qu'il faut pour qu'ils se sentent qui font ce qu'il faut pour qu'ils se sentent à l'aise. Et il y a aussi la qualité de l'écoute, c'est-à-dire que le moine il accueille et sans jugement, parce que Raphaël se dit au départ, je ne suis pas chrétien, je ne fréquente pas l'église, je n'ai pas les sacrements, pas forcément, je ne suis pas mariée à l'église, est-ce que je vais être accueilli? Mais il est accueilli en tant qu'être humain et il est écouté. Pas par rapport à son obédience religieuse. Non, c'est-à-dire qu'il est écouté. Donc ça aussi, ça témoigne d'une ouverture d'esprit de la part des moines, c'est-à-dire qu'ils accueillent l'individu tel qu'il est. Dans sa spécificité, dans ses particularités. Et là, en l'occurrence,
Raphaël, qui traverse une période difficile, a besoin d'être écouté. Et donc là, c'est la qualité de l'écoute aussi qui l'impressionne, lui qui n'a pas pu, lui qui a cohabité avec son épouse, sans pour autant l'écouter, sans pour autant l'entendre. Et donc là, les moines sont à sa disposition pour l'écouter, il n'est pas jugé. Il est juste écouté et ça lui permet en fait de faire sortir tout ce qu'il a en lui en étant invité, parce que les moines l'invitent ensuite à faire une sorte d'introspection en lui posant des questions, parce que lui, sa préoccupation, du coup, il se dit, mais j'ai pas de chance, comment font les autres pour que ça dure? Et pourquoi avec ma femme, ça n'a pas duré? Et les moines l'ont invité, et c'est pas seulement les moines, il y a aussi le contexte qui l'invite à se poser des questions, parce que au monastère, il y a beaucoup de moments de silence. Et donc, quand on est... Et là également, donc, pour embrayer à ce niveau, vous parlez de 3 moments dans le monastère. Il y a la prière, il y a le silence, et il y a un 3e moment qui est, que vous mentionnez, dans le partage, certainement. Oui, il y a le partage, mais aussi il y a les offices. Oui, Ce sont des moments très importants où les fidèles, en fait ceux qui sont là, se réunissent dans l'église avec les moines qui chantent. Et donc Raphaël est touché par le chant grégorien. C'est vrai que ça commence par là en fait, c'est-à-dire que quand il arrive, il voit qu'il y a plusieurs offices dans une journée, il n'a pas prévu d'y aller, il se dit bon on fera. Et finalement quand il va, il est saisi par quelque chose qui le dépasse. Et finalement il est attiré et c'est ce qui, et progressivement ça devient des sortes de moments suspendus. C'est-à-dire que quand il est dans l'église avec d'autres individus, en fait, il n'y a plus que ça, il n'y a plus que les moines qui chantent, c'est-à-dire que ça l'atteint au niveau de son cerveau, au niveau de son corps, au niveau de son cœur, au niveau de tout son organisme. En fait, il y a une sorte de communion, un partage, une connexion avec ceux qui sont là et les moines qui sont en face de lui. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vécu, entre guillemets, et qui l'impressionne. Et finalement, il devient un habitué des offices monastiques. Voilà, amis culturels, voilà, nous sommes là avec Milly Théodora Mieré qui nous partage les moments forts de sa dernière publication, Intériorité, moments suspendus et enracinement. Et vous voyez que nous sommes là devant une ancienne abbaye bénédictine, voilà. C'est un choix exprès parce que c'est des moments de fort partage, il faut dire de fort partage spirituel dans ce roman que je vous invite, je vous recommande, n'est-ce pas, à lire parce que c'est, comme on dit, intériorité, c'est vraiment une grande introspection, mais c'est vraiment la quête de soi, c'est une quête personnelle, c'est une quête spirituelle et on va, n'est-ce pas, Milly Théodora nous présente un personnage qui va vraiment à la recherche de soi, à la recherche des réponses à des questions, des questionnements, il faut dire existentiels, voilà, qui concernent. Et ça, c'est quelque chose que chacun de nous devait vivre, que chacun de nous devait faire, n'est-ce pas? Aller momentanément à la recherche de soi. Et Milly, on va marcher tout un petit peu, toujours pour partager. Alors, c'est exprès que nous avons choisi, n'est-ce pas, ce cadre ici, mais j'aimerais bien que vous nous dites, Milly Théodora, pourquoi il faut dire que vous avez pris prétexte de ce break entre Chris et Raphaël pour nous introduire dans ces forts moments de spiritualité. Mais en fait, moi j'ai toujours été attirée par des chants monastiques. Oui. Et à l'époque, c'était des chants monastiques plutôt bouddhistes que j'écoutais. Et quand je suis allée en Chine dans le cadre d'un séjour scientifique, j'ai été impressionnée par l'ouverture d'esprit des Chinois parce que tout autour de l'université, on avait à la fois de la tradition et de la modernité. Et ils nous ont emmenés visiter des temples. Donc ce qui était assez curieux pour un séjour scientifique. Donc on a visité des temples, on s'est rendu jusqu'au Tibet. Et donc dans le livre, vous allez voir, je suis en photo avec un moine bouddhiste tibétain. Et en fait, là quand j'arrive devant ce monastère tibétain,
mais il y a quelque chose qui se passe en moi et ma mère, à ce moment-là, qui est encore vivante et qui suit mon périple, et elle me dit que j'ai été soignée par les médecins chinois quand j'étais un enfant malade, oui, donc de 0 à 2 ans à peu près à Brazzaville. Donc j'ai été traitée par le médecin chinois, donc on en parle, on en discute, et c'est quand je vois, c'est vrai, ce monastère tibétain, ben, j'ai envie d'écrire un livre. En fait, l'envie d'écrire un livre me vient là. C'est l'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur. Et donc, comme j'avais déjà écrit La Chrysalide, que j'ai eu le plaisir de présenter dans votre émission. Oui, voilà. Et donc, je m'étais dit, ben, dans ma Chrysalide est devenue Papillon, toujours chez le même éditeur, j'avais eu cette histoire d'un couple. Et tout le monde me demandait alors, que devient ce couple? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pu se mettre ensemble? Est-ce qu'ils ont eu des enfants? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce couple? Et en Chine, je me suis dit, mais tiens, je pourrais donner une suite à ce couple qui est dans ma... Est-ce une façon de dire que intériorité, moment suspendu et enracinement est une suite logique au premier roman de Milly Théodora Miret? Oui, c'est une sorte de suite. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que ça se passe chez le même éditeur. D'accord. Et donc, après mon séjour en Chine, ben, je reviens en France. Donc, je suis allée aux États-Unis, à Houston. Bon, là, je n'avais plus le même environnement. Et quand je suis revenue en France, c'est au moment où le confinement a été déclenché. Et j'ai perdu ma maman. Donc, j'ai passé du temps à écrire sur elle, à rendre hommage aux parents dans des livres que j'ai eu le plaisir de présenter aussi dans cette émission. Oui. Et quand j'ai eu la possibilité, l'opportunité d'aller au Bec et Loin, et là, je me suis retrouvée dans une abbaye impressionnante, l'abbaye du Bec et Loin, et il y avait des moines qui chantaient. Et donc, ça a fait aussi résonance en moi, parce qu'ils chantaient du grégorien. Effectivement, vous l'avez dit, ma maman a chanté dans une chorale grégorienne pendant 15 ans, enfin une dizaine d'années. Voilà, 15 ans, c'est beaucoup. Et donc, ben là, en fait, il y a eu un écho en moi, alors que pendant la période où maman chantait, pardon maman, ça ne me disait pas plus que ça, donc j'entendais. Et comme quoi le cerveau d'un individu enregistre. Et du coup, quand je suis allée au Bec et Loin, ben, je me suis dit, mais vu que je ne peux pas retourner en Chine tout de suite, mais je vais faire en sorte que mon histoire se déroule au Bec et Loin, parce que le Bec et Loin, c'est une très très belle ville. C'est l'un des plus beaux villages de France. Donc je me suis dit, ben, ça serait sympa, parce que vous savez, pour écrire ce genre d'histoire, il faut être dans l'émotion, il faut sentir les choses. En tout cas, c'est des moments d'émotion, il faut dire. Et là, vous avez réussi à nous avoir avec les émotions, parce que voilà, il y a une écriture simple, mais qui traduit, qui exprime très bien les émotions. Voilà, et on voit, n'est-ce pas, de part et d'autre, surtout dans des forts moments de crise, il faut dire chez chez Raphaël, comment finalement, à la rencontre de soi, comment il se questionne et se culpabilise en fait. Et se culpabilise, et c'est des forts moments émotionnels, il faut le dire. Ben merci, merci d'avoir apprécié, parce que moi je suis scientifique, donc je n'ai pas l'habitude d'écrire sur des émotions. Et là en fait, je me suis surprise à être dans le roman, mais complètement. C'est-à-dire que dans ma chrysalide, il y avait des moments où je sortais du roman, et là j'étais dans le roman, et donc j'ai pu exprimer les émotions de Chris, de Raphaël. En plus, là, le défi était vraiment très intéressant, parce que je suis un homme dans le roman, et dans un roman qui est rempli d'hommes. Donc, on n'en dira pas plus, mais c'était vraiment un défi d'arriver à mettre des mots sur des états d'esprit. D'accord. Alors, je vais vous inviter à la lecture d'un extrait que vous allez prendre comme ça à tout hasard, certainement, et vous nous en ferez le commentaire à la fin. Donc, en conclusion... c'est quelle page déjà? Donnez-moi la page. 183, pardon. 183. Page 183. Ok, nous y sommes. En conclusion, frère Jean-Jacques m'a demandé comment connaître l'autre et l'aimer davantage. Il m'invitait à apprendre à aimer d'une manière juste, à faire le deuil d'un amour exclusif, de la mainmise, de revoir la manière dont on est en relation juste et aimante. Aimer, c'est être présent dans les moments de bonheur et de malheur, prendre soin, cultiver la complicité, l'intimité, dans un respect et une confiance réciproque, défendre ses intérêts et ceux de l'autre, être reconnaissant,
laisser le temps et l'espace à l'autre. On ne doit pas se servir de l'autre pour un bonheur pour soi, comme béquille pour soi. Il faut se protéger des peurs, ne pas imposer une manière de voir. Merci. Alors pourquoi ce choix, Émilie? Ce choix, en fait, parce que dès le départ, Raphaël se dit, je vais passer du temps. Moi, il dit, je viens d'être quitté par ma femme et on me demande d'aller passer du temps avec des moines célibataires contemplatifs, parce que dans son esprit, en fait, il ne pense pas que les moines peuvent lui apprendre quelque chose sur la vie en couple. Voilà, qu'est-ce que aimer l'autre, en fait, c'est une grande question de notre époque. Voilà. C'est quoi aimer l'autre? Et qu'est-ce que l'amour en soi? Qu'est-ce que l'amour en réalité? Voilà, l'apprentissage de... Peut-être aussi pourquoi aimer. Pourquoi aimer? Ça renvoie aussi au même questionnement. Oui, mais aimer, c'est important, c'est vital. On a besoin d'aimer et d'être aimé. Mais comment aimer? Je pense que ça relève d'un apprentissage, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Enfin, moi, par rapport et c'est dans un monastère que Raphaël va trouver les réponses à toutes ces questions-là. Oui. Et il faut dire que également, il y a une chose qui découvre, que les moines n'étaient pas seulement des prieurs ou des gens qui passaient leur temps à prier, mais c'était aussi des gens actifs, des gens dynamiques et qui s'investissaient dans la vie entrepreneuriale. Oui, mais les moines sont des gens très actifs, ils ont un rythme de vie très soutenu. Très intellectuel. Oui. Parce qu'ils suivent une règle, qui est la règle de Saint-Benoît, et ils ont une journée très organisée. Donc il y a déjà les offices, ça dure 8 heures de prière, à peu près, prière collective et prière personnelle. Il y a 8 heures de travail, parce que le moine doit travailler pour subvenir à ses besoins. Donc ça, c'est très important. Et puis il y a 8 heures de repos et de sommeil. Donc le moine, c'est un grand intellectuel. Donc les monastères ne sont pas seulement des lieux de prière, ce sont des centres intellectuels, des centres spirituels. Et là, nous sommes devant une abbaye, une ancienne abbaye bénédictine. Donc on a eu la possibilité de regarder à l'intérieur. Donc c'est ça qui l'impressionne, parce que lui, il s'attendait peut-être à trouver des gens qui vont lui parler tout le temps de religion. Et c'est ça, moi je voulais ce contraste-là, et de montrer en fait l'ouverture à l'autre, parce que parfois on se fait des jugements sur les choix des vies des autres, et souvent dans le livre je fais référence à notre humanité commune, c'est-à-dire qu'au-delà des choix de vie que l'on peut faire, les moines sont des êtres humains comme nous, donc ils vivent un quotidien, ils sont retirés du monde mais ils sont ouverts au monde, le monde vient à eux et ils connaissent énormément de choses. Donc c'est ça aussi, je voulais montrer, faire exprès de mettre un homme qui est à limite intolérant et qui arrive et qui finalement découvre la vie monastique et découvre des individus, surtout cette humanité commune, c'est-à-dire des gens qui sont là, pas uniquement les moines, les gens qui viennent au monastère, et en partageant un repas, en écoutant une lecture, ils partagent une humanité. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Voilà. Alors, Militaire droit, en lisant Intériorité, Moment suspendu et Enracinement, il faut dire que là, également, on se retrouve face à ce que j'appellerais une forte intersexualité entre ce roman et les ouvrages que vous avez déjà publiés. Et je citerai juste les deux. Un homme visionnaire, éclairé et engagé, que vous avez publié en 2022 chez l'Harmattan, et la vie de Maclair, Amour et double, l'Harmattan 22. Et c'est à la page de 20 que je vous prends, ok? J'étais partagé entre et vous citez là. Rien n'est plus néfaste que de se sentir délaissé. Et voilà, là, ça nous renvoie donc à une citation de votre père, oui, que vous avez publiée. Oui. Et également, il faut respecter le cheminement de l'autre, et ça, c'est la vie de Maclair. Alors, c'est difficile de vous départir n'est-ce pas, de cette vie, parce que c'est un vide qu'a laissé le père, et c'est un autre, n'est-ce pas, qu'a laissé la mère. Oui, parce que moi, je fais partie des êtres humains qui ont du mal à vivre sans leurs parents. Et comme c'est mon père qui m'a appris à lire et à écrire,
et qu'il est mort alors que j'étais très jeune. Donc du coup, ça me manque, c'est un manque. Et ma mère, c'était ma grande fan. Elle lisait tout ce que j'écrivais. Voilà. Et donc moi, j'ai besoin... Et c'est un hommage en continu, en fait. Oui, voilà, en fait, c'est comme si je les avais avec moi en écrivant et puis en écoutant les moines chanter avec leur voix grave. Oui. Mais ça fait quelque chose en moi. Et Oui. il y a mon médecin qui a dit, que je salue, qui a dit on peut retrouver ses racines africaines en Bretagne, parce que j'avais l'impression, moi, d'être à la maison. J'avais l'impression d'entendre mon père avec sa voix grave et j'avais l'impression, en voyant, en allant dans la bibliothèque très riche, très intéressante des moines, mais j'avais l'impression de retrouver la bibliothèque de mon papa qui était très riche Très également garnie. et qu'on a perdu. Voilà. Voilà. Et c'est pas facile finalement cet hommage. Et même on dirait même que déjà le fait de présenter Raphaël dans un monastère, vous allez aussi là à la rencontre, sinon à la recherche de votre passé pour le père et la mère, parce que c'est en même temps un milieu, n'est-ce pas, très intellectuel, Oui, parce qu'il y a la vie active, la vie intellectuelle qui est menée là, oui, également spirituelle, parce que là également il y a maman avec, quand on lit la vie de Maclair, on voit finalement ce partage qu'il y a dans la société, à l'église, cette activité, et finalement on dit, ben, Milly, il y a ce spectre en fait qui devient très présent. Oui, mais vous avez l'habitude de recevoir des auteurs. Je pense que quand on écrit quelque chose, il y a forcément quelque chose qui ressort. Oui, voilà. Ce qui fait l'âme, en fait. Oui, qui influence. Qui influence. Qui fait l'âme. Voilà, forcément. Oui. Donc moi, en écrivant, bon, j'ai eu du plaisir à être un homme, mais parce qu'en écrivant sur Raphaël, ben, je retrouve en fait cette écriture-là de mon papa qui avait un côté poétique, un côté engagé. Et donc, comme petite fille, j'aimais beaucoup lire les écrits de papa. Voilà, et lire ses écrits et l'imiter. Voilà. Pour tout enfant, papa, c'est l'idole. Oui, surtout sur c'est l'idole. Voilà, oui, c'est l'idole. C'est évident. Et ça transpire, il faut dire, ça transpire entre les lignes lorsqu'on lit cet ouvrage. Et que je recommande, il faut dire que je recommande beaucoup à nos amis téléspectateurs, à nos amis culturels, à nos amis de la culture, lire ce livre qui nous plonge dans une forte, n'est-ce pas, dans de forts moments, n'est-ce pas, des moments très denses de spiritualité, mais surtout de recueillement et d'introspection, parce que la recherche de soi, le questionnement, répondre à ces questions, n'est-ce pas, faire un break, et surtout un break, pas pour aller se promener, mais pour aller à la rencontre de soi, pour être en harmonie avec soi-même et faire le bilan de ses acquis et le bilan de ses faiblesses. C'est en tout cas la somme de ce que nous présente intériorité, moment suspendu et enracinement. Milly, un dernier mot? Un dernier mot pour dire merci. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cet intérêt pour ce que j'écris et pour mon parcours. Ah ben donc merci beaucoup. C'est des moments de plaisir, il faut dire, c'est des moments de partage et de fort partage. Ok, voilà. Merci beaucoup et puis merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Donc je pense à l'éditeur, je pense aux moines qui m'ont accueilli et qui ont accordé de l'intérêt à ce projet. Je pense à tous mes proches, à tous ceux qui ont lu, relu, et tous ceux qui se sont intéressés à ce livre. Merci beaucoup. Voilà. Et certainement, très bientôt, ou les mois à venir, un autre titre, Milly. Bon, espère, on doit être déjà au laboratoire, non? Oui. Bon, les officines travaillent déjà. Oui, mais en fait, il y a un auteur qui a dit que l'écriture, c'est une sorte de ventoline pour lui. Donc, moi, c'est une drogue, voilà. C'est une vraie drogue. Merci. Et voilà, vous avez votre part de drogue. Amis culturels, nous vous disons merci donc, pour votre attention. Et notre partage ici avec Milly Théodora Miret, qui nous est arrivé sur ce plateau avec intériorité, moment suspendu et enracinement. En tout cas, très bonne lecture pour ceux qui iront à la rencontre de ce livre et passez un très bon week-end dans vos familles respectives. À très bientôt. Nous prenons date pour samedi prochain, 14h30. Merci.